Bonjour à tous, donc merci à tous d'être présents donc à ce webinaire, enfin c'est plutôt cette table ronde, cette discussion on va dire, sur un sujet, qui, intéresse beaucoup en ce moment, donc notamment la migration de SAS vers R/Python. Mais là pour le coup, avec, l'invité que nous avons aujourd'hui, ce sera plutôt migration SAS vers R. Cette table ronde s'inscrit dans une série de webinaires, de ressources qu'on met à disposition sur nos sites internet. Vous avez des replays de webinaires, des livres blancs, des articles de blog sur justement ces thématiques qui sont liées autour de la data et comment aider les organisations finalement à initier cette transformation par la data pour converger vers un modèle plus performant, plus agile, etc. Donc, il y a vraiment une série de ressources pardon, qui sont disponibles sur notre site internet. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, effectivement, c'est la migration de SAS vers R. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui donc deux personnes avec moi. On va faire un petit tour de table justement pour pouvoir se présenter chacun. Donc Stéphane Donnet, qui est donc du coup notre client, qui travaille à la CNAF, qui pourra se présenter ses activités, son département, et également Sinabas, qui est Senior Data Manager chez Data Value Consulting. Stéphane, je vous laisse la parole pour démarrer. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc, en effet, je m'appelle Stéphane Donnet. Je suis statisticien de formation puis data scientist et je suis responsable du département statistique et big data à la Caisse nationale des allocations familiales. Alors, pour vous situer très vite, la Caisse nationale des allocations familiales, c'est la tête du réseau par rapport à la branche famille de la sécurité sociale. Et en fait, notre mission, c'est d'aider, pour le dire très rapidement, les familles, les personnes modestes. On les aide soit par des aides directes, par exemple les allocations familiales, le RSA, les aides au logement, l'aide handicapée, ou on les aide indirectement en aidant, par exemple, des crèches pour pouvoir elles-mêmes offrir des tarifs préférentiels. Donc, en vous disant ça, vous voyez qu'on a un champ d'activité très diversifié qui couvre des domaines différents. On est très en lien avec les tutelles ministérielles, comme on dit, mais c'est des ministères différents. Et donc, on a un travail très diversifié et qu'on ne peut pas facilement prioriser d'un domaine à l'autre. On est un peu sur tous les champs simultanément. Et donc, la mission dans le département dont je suis responsable, elle est double. C'est à la fois de faire le suivi statistique de toutes ces aides, de toutes ces prestations, comme on dit, sur lesquelles on a des informations, bien entendu, sur le profil des bénéficiaires et sur les aides que nous leur versons. Et puis d'un autre côté, c'est un autre versant, c'est d'introduire les méthodes de big data, data science progressivement dans la branche. D'accord, donc effectivement, deux gros objectifs, de grandes ambitions qui ont amené justement à ce projet dont on va parler dans la prochaine demi-heure qui suit. Ossine. Merci Nathalie. C'est Ossine Abbas, Senior Manager au sein du cabinet Data Value Consulting. Je suis entre autres responsable de l'offre Data Governance et Qualité de données. J'ai eu l'opportunité de piloter le projet de réécriture du patrimoine SAS en R à la CNAF avec Stéphane. Et c'est pour moi, c'était un plaisir de travailler ensemble. Donc on va l'exposer. Exactement. Tout à fait. Et Nathalie Oyos, directrice marketing et communication chez Data Value Consulting. N'hésitez vraiment pas, nous, l'objectif, c'est vraiment que ce soit une table ronde interactive. Si vous avez des questions, la moindre question sur un détail ou un point justement d'attention sur lequel vous voulez qu'on approfondisse les échanges, n'hésitez pas vraiment à nous mettre toutes vos questions dans le chat. On y répondra vraiment en direct. Donc voilà, on est à votre disposition là-dessus. Donc effectivement, donc vous avez travaillé ensemble justement sur ce projet, on va dire, ambitieux, de grande ampleur à la CNAF. Peut-être juste avant, pour contextualiser un petit peu justement ce contexte de migration des applications SaaS vers ces nouveaux langages de programmation R ou Python, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être un petit peu d'où ça vient, en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu peut-être un sujet d'autant plus important? Vous parliez effectivement de ressources, peut-être de coûts, d'obsolescence. Voilà. Je vous laisse peut-être la parole, Stéphane, oui, là-dessus. Alors, en effet, il y a plusieurs raisons qui présidaient à ce choix. La première, c'est qu'en effet, c'est en termes de possibilités, c'est-à-dire que les langages R et Python évoluent constamment. Ce sont des langages, comme on dit, open source, donc ils offrent des possibilités. Donc, parfois, certains types de traitements sont possibles avec ces outils
et un peu moins avec les outils dits historiques, et ça en fait partie, parce qu'ils évoluent, mais peut-être pas aussi vite que les outils forcément qui sont mis à jour par la communauté. Donc ça, c'est une raison de fonctionnalité. Il y a des raisons de coût, parce que, bien entendu, ces outils un peu historiques sont payants. Les outils langage R et Python sont gratuits, même si en fait, bien sûr, il faut nuancer, parce qu'il y a le coût des plateformes qui vont les héberger, mais on peut en tout cas peut-être en attendre des économies. Et puis, il y a aussi un aspect qu'il faut avoir en tête, c'est la formation, les connaissances des jeunes qui se forment. Parce qu'en fait, de plus en plus, les jeunes qui se forment, aujourd'hui, on dit en data science, ou en data analyst, ou en data architecte, ils apprennent beaucoup plus R et Python, en tout cas Python, qu'ils n'apprennent les vieux, entre guillemets, langages. Donc on a plus de mal à recruter si on n'a pas ces langages qui sont offerts. Donc c'est un peu toutes ces raisons qui ont fait que, au fil des années, progressivement est apparu le besoin de peut-être changer de langage de programmation et donc d'outils. D'accord, je comprends. C'est un peu ton observation aussi, Ossine. C'est ce qu'on remarque et ce qu'on constate chez nos clients aussi. C'est effectivement, et surtout sur le prisme de licence et les coûts, vu la crise, on sort d'une crise, et donc là, les clients recentrent leur budget, etc. Et du coup, effectivement, en parallèle, sur les langages R et Python, arriver à une maturité aujourd'hui, qui pourrait couvrir notamment les algorithmes. Ça, c'est ce qu'on fait habituellement avec. Je comprends. Alors avant justement de poser la question de ce paradigme, R ou Python, Stéphane, je voulais peut-être que vous nous exposiez peut-être le contexte justement de ce projet à la CNAF. Alors le contexte, c'est que donc, dans notre système d'information au sens large, il y a donc la partie décisionnelle, le système d'information décisionnelle, je dirais le CID pour aller plus vite, donc toutes les données de pilotage, qui est un ensemble qui a été construit fin des années 90, début 2000, donc c'est un vieil ensemble, mais qui est très vaste. Alors, on discute, mais peu importe, on va dire une vingtaine de milliers de données à peu près, donc vous imaginez l'ampleur du patrimoine, et c'est un système décisionnel qui a été très abouti. Donc, quelque chose, un existant, on va dire, très abouti, très riche, mais qu'il fallait progressivement faire évoluer, parce que notre enjeu, c'était donc l'enjeu dont j'ai parlé sur les langages, mais c'était aussi le fait de le faire évoluer sur des plateformes plus rapides, parce que on touchait à des limites physiques. Aujourd'hui, je ne l'ai pas dit en introduction, mais nos aides, là, on couvre à peu près 33 millions de personnes. Donc on a des bases de données très volumineuses, et sur certains traitements, déjà, on n'était plus tout à fait en capacité de le faire dans les plateformes actuelles qui sont sur des serveurs hébergés sur site, on-premise, comme on dit. Donc il y avait peut-être cet enjeu de migrer vers des plateformes plus rapides. Et puis, donc ça, c'est déjà des raisons importante. Justement, parlant de volumétrie, il y a déjà une question. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur des volumétries de données à la CNAF? Oui. Question liée à la performance. Nous avons par exemple à la CNAF des dizaines de milliards de données. Oui, alors, nous aussi, je pense, parce qu'en fait, quand on compte, nous à peu près, il faut compter, on a une vingtaine de millions de dossiers, c'est-à-dire des familles ou des personnes seules, mais on a 20 millions de dossiers là, à date, qui sont actifs ou qui sont très près de l'être parce qu'il manque une pièce justificative. Et pour chacun d'eux, on a des milliers, des dizaines de milliers d'informations. Donc effectivement, on est dans cet ordre de grandeur-là du milliard. Et encore là, on parle des données, on va dire, décisionnelles, structurées. Mais si en plus, on a l'idée qu'on veut faire des traitements de big data, et c'est aussi l'ambition de ces plateformes, là aussi, on est dans l'ordre de grandeur du milliard. Par exemple, si vous stockez les traces de navigation sur notre site web caf.fr, enfin moncompte.fr, eh bien quelques mois de stockage de ces navigations, c'est plusieurs milliards de données. D'accord, ok. Et si je me permets, Stéphane, en complément à ça, ce que vous avez, c'est que vous gardez des photos. Et donc vous avez, si je me souviens bien, 6 photos à stocker par an. Ça permet d'amplifier. Voilà, exactement, parce que nos aides dont je parlais, elles sont mensuelles. On verse des aides tous les mois, à la fin de chaque mois. Et donc, si on veut avoir la vision des aides complète, il faut avoir une photographie au moins tous les mois. Donc, tous les mois, pour les besoins de la statistique, on a la photographie de toutes les aides pour tous ces dossiers dont je parlais. Mais en gestion, et ça fait aussi partie du système décisionnel, on a des données à fréquence hebdomadaire ou même quotidienne. Donc, en fait, on a comme ça un ensemble très, 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 très volumineux de données. Et donc, c'est vrai que cette volumétrie, elle était gérable au niveau des caisses locales, encore que certaines caisses, comme les caisses du nord de la France, déjà avaient un volume très, très important. Mais au niveau national, où on agrège tout, ça devenait déjà limite possible. Et donc, il y avait ce besoin d'évoluer vers une plateforme. Donc, les plateformes plus performantes,
langage nouveau, et puis aussi le fait qu'on, par continuité, on voulait pouvoir traiter le big data. Et donc là, c'était aussi l'enjeu de migrer vers ces plateformes. C'est tout ça qui nous a guidés vers ce projet. Et donc, du coup, vous avez intégré ce projet dans votre feuille de route. Une feuille de route sur combien de temps Alors, la feuille de route, elle a changé au cours du temps. Au départ, elle était prévue sur 4 ans. C'est-à-dire que le projet, il a été lancé en 2020, vraiment opérationnellement. Il a été décidé en 2019, mais il a été lancé opérationnellement en 2020. Et il était prévu sur 4 ans. Ensuite, il a été raccourci à 2 ans pour espérer faire plus d'économies budgétaires et puis mettre tout le monde en tension. Et d'ailleurs, au moment où vous êtes intervenu pour nous aider sur le projet, c'était l'échéance. Donc l'échéance était à l'époque novembre 2022 et elle a finalement été détendue. Donc la sortie, l'échéance, le basculement est prévu pour novembre 2023. Donc 3 ans finalement. Donc, pour préciser, en fait, la date de décommissionnement de SAS, au début, elle a été prévue à novembre 2022 et là, elle a été reportée à novembre 2023. Ça restait quand même un sacré challenge. Oui, parce que 3 ans, ça peut paraître long vu de loin, mais pour les personnes, je pense, qui connaissent un petit peu ces sujets, c'est en fait une durée extrêmement courte. Et à l'époque, 2 ans, beaucoup de personnes nous disaient que c'était absolument impossible. On y reviendra peut-être sur le côté. Mais du coup, c'était déjà un vrai défi. R plutôt que Python. Vaste question, alors que je ne risquerai pas à trancher là, parce que c'est des débats de spécialistes et je prétends pas du tout détenir les éléments. Et je serai très schématique dans la réponse, je vous donne ma vision. En fait, Python est très performant et très utilisé pour tout ce qui est traitement industrialisé, répété, des chaînes informatiques qui doivent fonctionner, on l'a dit, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Là, la maintenance, les performances sont très importantes. Et j'ajouterais que Python a une communauté sans doute plus vaste que R, parce qu'on peut utiliser Python pas seulement pour faire les traitements qui nous occupent, mais pour faire bien d'autres choses. Donc il y a une communauté d'utilisateurs très vaste. En revanche, de mon point de vue, R offre 2 avantages. Dans le cas où on fait des traitements, on va dire, plus statistiques et moins industrialisables, c'est-à-dire des traitements ponctuels. Je donne juste un exemple. En 2020, au début du confinement, on nous a demandé de chiffrer l'impact de la crise Covid sur les prestations que nous versons. Est-ce qu'on en verse plus, est-ce qu'on en verse moins et combien? C'était un traitement très important, mais ponctuel. On n'allait pas faire une chaîne ensuite informatique pour ça. On a préféré utiliser R parce que R, contrairement à Python, il offre quand même une communauté plus de statisticiens et il offre parfois des fonctionnalités plus propres aux statisticiens. Par exemple, je donne juste un exemple, pour réaliser des cartes, certaines fonctionnalités de cartographie statistique, l'INSEE a développé des modules en R. Donc, si on veut les utiliser, il vaut mieux partir de R que de Python, même si en fait, la tendance, de plus en plus, c'est qu'il y ait une convergence, un rapprochement des 2 langages. C'est-à-dire que Python augmente ses fonctions statistiques. Et c'est ce Rython dont vous me parliez tout à l'heure. C'est ça. Voilà, aujourd'hui on parle du Rython. Mais pourtant, là, CNAF, vous avez les 2. Alors, nous, on a les 2 parce qu'il se trouve qu'on a dans nos activités les 2 aspects. Une partie de notre activité, c'est en effet de faire de l'exploration et des réponses. Notre activité aux statistiques, c'est à la fois de faire un suivi dont on parlait de ces photographies, mais c'est aussi de faire des simulations pour le compte du ministère sur l'impact d'un changement de paramètres dans le système. Que se passerait-il si on changeait une règle? Ça, c'est de l'exploratoire et on sent bien que ça n'a pas vocation à être répété dans des chaînes. En revanche, on a d'autres travaux qui, eux, ont vocation à être répétés dans des chaînes. Et puis là, je parlais de la tête de réseau, mais on a aussi des caisses locales avec des statisticiens en local dans chacun des départements qui, eux, utilisent plutôt des chaînes répétées. D'accord. C'est des CAF, les réseaux des CAF, en fait. Le réseau des caisses d'allocation familiale, absolument. Et toi aussi, justement, sur ce point, alors je sais qu'on ne se prononce pas forcément, il n'y a pas de meilleur... tout dépend du contexte dans lequel... Tout à fait. Et puis là, je pense que R et Python sont arrivés à maturation. Là, on parlait, nous, dans le passé, donc il y a 2 ans, donc ils étaient encore en recherche d'alignement, mais je pense là, entre R et Python, il faut juste voir un peu comment l'industrialiser, quelles sont les briques qu'on peut mettre dans le tissu. Il faut vérifier surtout est-ce que c'est dans le tissu et l'environnement du client il s'insère mieux ou pas. C'est surtout sur ces aspects-là. Sinon, en termes d'algorithmes, de modèles, je pense que les 2 se valent. D'accord, je comprends.
Très bien, super intéressant. Ça me mène vers une autre question, effectivement. Donc, ce chantier de migration, c'est un chantier qui est quand même assez ambitieux, avec des habitudes bien ancrées, avec aussi parfois, voilà, un chantier de réécriture, parfois un manque de documentation, etc. Est-ce qu'il y a des prérequis pour réussir? Alors, voilà, pour voir un petit peu vos retours d'expérience sur votre projet, Stéphane. Est-ce qu'il y a des prérequis, des points d'attention justement pour bien réussir ce chantier? Oui, alors je pense que peut-être enfin je lance l'idée, un des premiers prérequis, c'est peut-être paradoxalement ce délai très court. Alors il était trop court en 2 ans, 3 ans est plus réaliste, mais je pense qu'un délai court est préférable parce que ça nous obligeait à basculer, ça nous évitait de rester dans un entre-deux pendant des années qui est destructeur pour les équipes, et ça nous a obligés aussi à faire des choix sur ce que, en priorité, on allait basculer et éventuellement ce dont on allait se séparer. Et ça, c'est aussi très sain de le faire à ces occasions-là. Effectivement, est-ce que c'est une réécriture, on va dire, isopérimètre? Est-ce qu'il faut anticiper d'autres usages métiers de demain? C'est quand même des questions à se poser au préalable, c'est bien ça? Effectivement, quand on adresse un sujet de réécriture, il faut toujours avoir en tête, c'est que les algorithmes ils vont vivre dans le temps et donc à un moment donné, on aura des évolutions. Et comment je vais gérer l'évolution dans un moment où je suis en train de réécrire? Ça, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir en tête. Après, moi, je vais adresser le sujet par les facteurs de succès. Là-dessus, pour moi, il faut, et là je parle à l'oratoire, il faut avoir un sponsor qui porte le sujet. Et nous, on a eu l'opportunité d'avoir avec nous Stéphane pour avoir, notamment au début, toute la phase de sensibilisation et surtout une trajectoire qu'on fixe sur le projet. Et ça, c'est le deuxième point, ce que je vois, c'est l'implication des métiers. Donc là, il faut notamment avoir les éléments sur leurs contraintes, sur le quotidien et de dresser avec les métiers une feuille de route. Le troisième point, c'est la formation, la conduite de changement. Ça, c'est important. Les SaaSman, c'est pas du R, c'est pas du Python. Donc là, il faut avoir une culture. Et notamment, je reviens sur le projet, on était sur un environnement R sur Databricks. Et donc là, on change complètement de manière de faire. D'une part, parce qu'on est dans le cloud, on était en on-premise. Et d'autre part, on est sur R distribué. Et donc là, Stéphane pourra nous donner aussi des points de vigilance qu'on a vu ensemble, notamment en termes de performance. C'est un point que je vois, moi, sur tous les projets qu'il faut considérer. Et deux, la manière du calcul qui se passe sur un environnement dans le cloud, notamment le calcul distribué. D'accord, mais alors comment s'est passé le projet? Vous pouvez nous l'expliquer un petit peu justement? Oui, alors peut-être au tout départ, donc en 2020, le contexte en fait, c'est qu'on a une équipe donc hétérogène. On avait à la fois des personnes très anciennes qui utilisaient SaaS depuis très longtemps et des jeunes qui eux connaissaient plutôt R et Python. Il y avait ces deux équipes, ces deux profils qui existaient. La deuxième chose, c'est qu'on n'est quand même pas une équipe très nombreuse, on était quelques dizaines de personnes, donc voilà, à avoir en tête. Et la troisième chose, c'est que le quotidien était très prenant, parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas prioriser des sujets par rapport à d'autres, donc la charge de travail était très importante. Quand on est arrivé au début du projet, les personnes m'ont dit 3 ans avec notre charge de travail, c'est complètement impossible à faire, c'est souvent comme ça. Et donc, la première chose que j'ai faite, c'est de leur dire si on va y arriver, d'abord parce que cette échéance est proche, comme je le disais tout à l'heure, et que ça va nous aider de ne pas traîner pendant 5 ou 7 ou 8 ans avec les deux langages en même temps. La deuxième chose, c'est que on a exploité une opportunité de calendrier qui était qu'à l'approche de la période électorale, la charge de travail qui vient largement des ministères baissait. Et on a calqué on a placé notre effort, le gros de notre effort, dans cette période-là pour profiter de cette occasion. Et la troisième chose, c'est que comme l'équipe était à taille humaine, entre guillemets, quelques dizaines de personnes, on leur a dit ne vous inquiétez pas, nous prendrons attention des situations particulières, nous aiderons les personnes qui en ont le plus besoin. D'accord. Et du coup, justement, cette conduite du changement, donc on parlait d'habitudes bien ancrées, il y a de la sensibilisation, de l'explication, rassurer, former. Les clés de succès, c'est quoi? Les clés de succès, alors, je dirais d'abord, le plus vite possible, montrer quelque chose de concret. Donc au tout début, quand on a dit ça, les gens étaient très très inquiets. Même des personnes d'ailleurs assez à l'aise avec les outils. La pression a baissé, on l'a senti le jour où il y a eu une première démonstration
du tout début de la plateforme. On n'avait même pas encore de plateforme installée, mais le simple fait de visualiser déjà la cible, ça a déjà fait baisser la pression. La deuxième chose, c'est de bien travailler la formation, parce que la formation, c'est le premier contact des personnes avec le nouvel environnement. Et donc, nous, on a beaucoup passé de temps pour faire une formation très personnalisée, avec un formateur qu'on connaissait déjà, avec qui on a pu spécifier exactement ce qu'on voulait. Et ça a joué un rôle très important, ce qui fait que le moral en sortie de formation, avant même d'avoir réécrit quoi que ce soit, était assez haut. Donc ça, c'était plutôt bien. Et puis après, je dirais un troisième prérequis, alors que nous, on n'a pas eu, mais que je conseille du coup aux personnes de le faire, c'est de travailler dans l'environnement cible le plus possible. Nous, compte tenu du calendrier, ça n'a pas été possible. L'environnement cible n'était pas prêt. On a travaillé sur un environnement, je ne développe pas, mais que nous avions à la direction des statistiques, qui était très proche, mais pas exactement le même. Et ça peut induire après des questions parce que tout est différent. Dans l'idéal, travailler directement sur la cible ou caler votre calendrier en ayant la cible. Ok, super intéressant. Moi, je voulais ajouter juste un point important, c'est que dans la démarche projet, nous, ce qu'on a fait avec Stéphane, c'est qu'on a associé au moment de réécriture une partie de réécriture avec les agents. Ça permet de monter en compétences, en plus de la formation, et surtout se mettre s'il y avait des difficultés, nous on était en tant qu'experts là pour appuyer, apporter la bonne pratique. Ok, super. On a 8 minutes, je veux vraiment maximiser là-dessus. Ensuite aussi, on aura vraiment l'occasion de parler de la méthodologie. Il y a 2 questions qui me paraissent très intéressantes. Donc la première, c'est peut-être une question technique. Je sais pas. Avez-vous une idée, justement, c'est la CNAF, avez-vous une idée de combien de temps est-il nécessaire pour transposer 1000 lignes en SAS vers Python ou R? Parle-t-on d'heures, de mois, de jours? Et comment avez-vous traité le sujet des données personnelles? Alors, peut-être déjà, je prends la dernière sur le sujet des données personnelles. Alors en fait, il se trouve que, comme je le disais, on a d'abord travaillé sur un premier environnement, le temps d'avoir l'environnement définitif. Le premier environnement, il n'y avait que la direction des stats qui y avait accès, donc on a veillé à l'avoir, à pseudonymiser des jeux de données, à faire en sorte que ce ne soit pas des jeux de données sensibles du point de vue RGPD. Et dans la cible, le sujet RGPD global, c'est un très gros chantier, mais qui est géré, on va dire, pas par nous, mais par le projet d'ensemble, donc la mise en conformité RGPD. Mais c'est un très gros sujet qu'il ne faut pas sous-estimer et qui emporte beaucoup de choses que je ne développe pas. Ça, c'est du coup la première chose. Alors après, sur le temps passé par ligne, c'est difficile de dire comme ça dépend vraiment de la complexité du code, des dépendances. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait qu'en complément de la séance là, on puisse fournir des éléments, des abacs. Je peux compléter Stéphane, c'est effectivement, vous avez raison. En fait, par rapport au code, c'est déjà d'analyser en fait, le code, de le prioriser d'une part, et d'autre part, essayer de le qualifier en termes de criticité. Après, en termes d'abac, nous, on a des abacs avec un nombre de lignes à traiter par jour. Donc ça, c'est nos abacs en fonction de la criticité. Mais en tout cas, sur le temps passé, il faut quand même s'attarder un petit peu plus sur le contexte de chacun environnement pour pouvoir… Ce qu'on peut peut-être dire là aussi, puisque c'est ce que nous avons fait, c'est qu'on a fait un premier travail exploratoire, un POC. Ça pouvait permettre aussi d'étalonner ce type de choses, parce que chaque entreprise ou chaque administration est différente. Ça permet un peu d'avoir une idée de ce temps passé à réécrire sur un exemple concret. Donc, si vous choisissez bien votre exemple pour être un peu représentatif de votre patrimoine, ça peut aider aussi. Passer par un POC, très très bonne effectivement méthode. Autre question, quelles sont les difficultés rencontrées dans cette migration? Technique, organisationnelle, conduite du changement? Est-ce que vous avez ce recul? Je vais dire un peu tout. Et très rapidement, parce qu'après, il y a 2 autres questions. Une troisième qui arrive. Quelques mots, mais tout. Technique, parce que tant que vous n'avez pas la plateforme définitive, tout peut se passer. Et jusqu'au dernier moment, en fait, il y a un changement qui peut en fait modifier les choses. Et notamment, il y a des écarts de performance, des fluctuations de performance dans la journée qu'on a du mal à comprendre. Et il faut une longue analyse et de longues itérations pour arriver à le régler et donc à faire baisser la pression dans les équipes. Organisationnel, parce que du coup, il faut arriver à un système où peut-être, nous, ce qu'on a proposé, c'était que les plus jeunes, qui étaient peut-être plus à l'aise, aident les plus anciens sur les langages, et inversement, les plus anciens connaissent mieux les données et le patrimoine. Donc, il y avait un système de double entraide, mais il faut quand même l'organiser, et c'est souvent transverse à l'organisation classique. Voilà. Et après, j'allais dire, c'est tout le sujet conduite du changement, avec, nous, on a essayé de gérer l'anxiété plutôt ponctuellement en essayant de repérer des situations, mais il faut prévoir des poussées d'anxiété à certains moments, comme on a dans les projets. Moi, j'en ai connu 3.
Qu'on va désamorcer de quelle manière? Désamorcer. Alors, plutôt avec des échanges assez collectifs où on essaye de rassurer en essayant très vite, si possible, avec les techniciens de gérer les problèmes. Alors nous, on a eu une chance, je ne sais pas si c'est transposable, la plateforme cible, on a une sous-partie dédiée à nos sujets et avec notre langage R, et un informaticien qui a pu du coup faire des réglages assez vite pour assez vite répondre concrètement aux attentes des utilisateurs. Et en tout cas, si j'ai un conseil à donner, c'est d'avoir cette hotline, cette possibilité réactive. Parce que quand la pression monte, c'est vrai qu'il ne faut pas leur dire dans 3 semaines, dans un mois, ça sera réglé. Oui. Il faut que déjà, au bout de 2-3 jours, ils aient senti une différence. Ok. S'agissant de la formation, est-ce que vous avez une idée de la durée de formation requise à R pour qu'un expert SaaS puisse être demain opérationnel sur R? Vous étiez sur 3 modules, si je me souviens. Oui, nous, on a fait 3 modules. On a fait un module initiation pour les personnes qui ne connaissaient pas, 2 jours. Un module intermédiaire, 2 jours. Et un module vraiment spécifique. Alors, les deux n'étaient pas sur nos données, en général. Et un 3e module spécifique sur nos données de 4 jours. D'accord, ok. Et ils ont été autonomes suite à ça? Globalement, oui. On a complété ça avec des ateliers d'entraide où un certain nombre de personnes plus à l'aise ont aidé d'autres sur des exemples. Donc, il y a eu quelques demi-journées d'ateliers en plus. Donc, voilà, vous pouvez compter un peu le tout. Ça fait à peu près 8 jours de formation plus quelques jours d'atelier. Donc, une grosse dizaine de jours. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et surtout, au moment de la pionnière, notre expert il était là pour les aider sur les bonnes pratiques. Super, on pourra en parler juste après. Effectivement, il y avait une autre question pour vous, Stéphane. Est-ce que vous exploitez un environnement de données construit, SI décisionnel construit par la DSI, où toute la construction de votre SI passe par SaaS ou R? Sous-entendu, quel est l'usage SaaS R dans vos équipes? En fait, l'usage SaaS R dans nos équipes, c'est soit des requêtes dans les bases de données pour, on va dire, produire les résultats statistiques dont je parlais, pour décrire notre population de bénéficiaires, pour le dire très vite, soit faire des calculs avec des outils de simulation. Donc là, on programme, si vous voulez, dans SaaS et demain dans R ou Python, dans R plutôt, les règles de calcul des prestations. Parce que si vous voulez changer un paramètre dans le calcul d'une aide, que se passerait-il ici? Il faut d'abord recalculer complètement les aides avec un programme que vous maîtrisez, vérifier que vous avez bien la même chose que ce que la gestion vous donne dans les fichiers. Et quand vous avez cette adéquation, vous pouvez du coup jouer sur un paramètre pour voir ce que ça donne. Et donc, c'est nos 2 grandes familles d'activités. Et c'est pour ça qu'il fallait maîtriser la programmation sous R pour les deux. Donc, pour l'un, on va dire plutôt requête data management, pour l'autre, plutôt programmation dans R, calcul. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une toute petite dernière question, mais je sais que vous devez malheureusement partir à midi. Aussi, voilà, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup Stéphane, parce que voilà, malheureusement, il ne peut pas rester avec nous jusqu'à la fin, et puis ensuite, on prolongera avec Ossine. Dernière question, avez-vous trouvé et évalué des outils automatisant, même partiellement, la conversion de code? Alors non, je crois qu'il faudrait que je me renseigne plus, parce que je crois que ça a été exploré donc, par l'IT, par la DSI chez nous. Je crois qu'ils n'étaient pas allés beaucoup plus loin. Et donc, finalement, on n'est pas tellement allé vers ce type de solution. Je sais qu'aujourd'hui, la question se repose même avec ChatGPT, en disant, après tout, nous, elle ne se posait pas à ce moment-là, on est arrivé avant, mais en disant, est-ce que ChatGPT peut aider? Il faut peut-être regarder, puisqu'à l'époque, dans SaaS, il y avait déjà du générateur de code qu'on appelle SQL, qui est un langage de programmation dont on n'a pas parlé, mais qui est un peu sous-jacent. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a des choses à regarder. Nous, on ne l'a pas fait. Mais il y a peut-être des cas où peut-être ça peut se regarder. Nous, on a eu un autre angle que je partage, justement à cause de la différence R-Python et de la lisibilité. On a choisi plutôt ce que j'appelle une logique SQL, c'est-à-dire une façon de programmer relativement universelle qu'on a transposée dans R, mais qui a son décalque dans Python. On appelle pour les personnes Sparkly R d'un côté et PySpark de l'autre, de sorte qu'il y a un parallélisme des formes et que ce soit des codes relativement faciles à comprendre. Ça vaut pour les requêtes, et ça couvre déjà une partie du champ. Et si vous faites ça, vous avez peut-être possibilité un petit peu de, sinon automatiser, du moins réutiliser des programmes assez facilement d'un cas d'usage dans un autre. D'accord. Très intéressant. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Je vous en prie, désolé vraiment de quitter. C'est un regret. Merci vraiment pour votre présence. Et puis s'il y a des questions en asynchrone, n'hésitez pas à me les rerouter. Exactement. Et voilà. Et en tout cas, peut-être j'ai une dernière chose, je ne sais plus si je l'ai dit, mais peut-être un point d'attention. Oui. C'est voilà, travailler le plus vite, le plus possible dans la plateforme finale, parce que sinon, vous pouvez. Nous, on a eu globalement, ça s'est bien passé dans ce que je vous décrivais. Il y a eu une petite chute de morale, alors qui n'avait rien à voir avec vous et qui est arrivée après vous. Quand on est passé sur la plateforme définitive, parce qu'il y a eu des baisses de performance, des choses qu'on ne comprenait pas,
On a mis un peu de temps à les résoudre. On n'aurait pas eu ce problème si on avait travaillé directement dans la plateforme finale. On n'a pas pu le faire pour des raisons de calendrier, mais si vous avez le choix, même décaler un peu pour être directement dans la solution cible, vous économiserez un peu de baisse de morale et de problèmes après. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait juste une dernière question Bien qui sûr, arrive, on verra. bien sûr. Mais en tout cas, merci vraiment pour ce retour d'expérience. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, même qui vous viennent après. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue un peu des pairs qui ont déjà fait ce projet. Donc, on vous passera les questions. Donc les gens vous remercient globalement et une personne demande quel est le type de cette plateforme, quelles technologies sont utilisées. Alors la plateforme globale, elle s'appelle Microsoft Azure, puisque à la fois c'est l'hébergement, en fait au départ c'est l'hébergement des données dans un cloud, et avec Azure vous utilisez ce qu'on appelle des services, et il se trouve que nous on utilise le service distribué, je le dis très vite, pardon pour les Databricks, et à l'intérieur de Databricks, dans ce service, vous pouvez faire appel à 3 langages, enfin 4 mais 3 principaux, R, Python ou le fameux SQL dont je parlais. Ça s'emboîte comme ça en fait. Très bien. Super, bah écoutez, c'est parfait. Il y avait peut-être une dernière question qui allait arriver, mais je pense qu'on ne veut pas plus vous retarder. Merci à vous et n'hésitez pas s'il y a des questions, je les répondrai après. Merci beaucoup Stéphane, très bonne journée. Merci Stéphane. On a encore 15 minutes aussi, à peu près, 10-15 minutes justement pour répondre aux dernières questions. Donc moi, je vais plutôt te poser des questions du côté justement en tant que prestataire, comment est-ce que tu accompagnes un client qui est sur ce type de chantier un peu de grande ampleur. Est-ce que tu as une méthodologie un petit peu que tu mets en place? Voilà, comment tu peux les accompagner au mieux? Peut-être dans le cadrage du projet au démarrage, j'imagine. C'est peut-être là où... Tout à fait. Dans ce genre de projet, nous, ce qu'on recommande, c'est un projet en 2 phases. La première phase, c'est une phase de cadrage. Qu'est-ce qu'on fait dans le cadrage? C'est on va structurer, déjà identifier les prérequis, l'environnement technique, Stéphane en a parlé, vérifier et analyser le patrimoine, parce que ça c'est aussi de voir de quoi on parle, etc. Le prioriser et par la suite faire un état des lieux et la qualification de ce patrimoine. Ce patrimoine-là, on le qualifie par rapport à la criticité, par rapport à la priorisation, par rapport à sa complexité. Et notamment quand on analyse le patrimoine, généralement, comme tout développeur, des fois on a 4 rapports SAS qui peuvent dire peut-être on ajoute une ligne, être fusionné en un. Donc ça permet de faire de la rationalisation. Et dans cette étape de cadrage, le deuxième point, c'est de identifier un POC qui permet de vérifier. Ça, c'est important, ouais. Et ça, c'est vachement important. Nous, on a eu l'opportunité avec Stéphane de choisir. Parce que toi, la CNAF, tu as accompagné également l'INSEE. L'INSEE, exactement. Voilà. Et sur la CNAF, on a eu un pilote qui vient juste que l'État donnait, en fait, je pense que tout le monde se souvenait des 100 € qui ont été rajoutés aux ménages. Et donc ça faisait partie en fait de POC qu'on a vérifié ensemble. Et par la suite, on dresse la manière de faire. D'accord. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est une phase de réécriture. Et donc là, on rentre dans le projet. On était dans un mode agile avec un planning, des jalons, etc. Et la spécificité de ce projet-là. Et moi, je trouve que c'était aussi intéressant, c'est que sur une partie de réécriture, on a associé les agents pour écrire une partie, pas tout, mais une partie. C'était une recommandation en fait de la CNAF. Ça permet en fait de les monter en compétences. D'accord. Ça, c'est l'enjeu qu'on a eu avec eux. Après, les points de vigilance, on est sur des environnements. Alors, tu as fait, c'est de l'agile parce que j'imagine que tu es obligé d'agir par petits périmètres. Tout à fait. C'est des petits périmètres, c'est des vérifications, voilà, des réécritures sur des temps courts et puis associer tout le monde sur la validation. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un projet qui réussit, j'ai toujours l'impression que le client nous dit, on avait l'impression que le prestataire faisait partie de nos équipes, ce qui a permis de contribuer un petit peu à cette conduite du changement, parce qu'il y avait des experts embarqués avec nous, quoi. C'était l'un des critères de réussite, c'est qu'on était avec eux une seule équipe. C'est ça. On est considéré comme une seule équipe. Exactement. Et j'ai mis en place l'équipe de développement, mais j'avais aussi avec moi des experts qui appuyaient notamment les agents pour monter en compétences. Exactement. Et c'est pas aussi facile parce qu'on parlait là des difficultés.
Le calcul distribué, pour le comprendre, notamment dans les algorithmes, il faut du temps, il faut de l'accompagnement, etc. D'accord. Ça ne suffit pas. J'ai quelques questions. Combien d'utilisateurs SaaS à la CNAF? Alors, en tête, Une vingtaine, une trentaine? non, plus, voilà. D'accord. On était à la direction de statistiques et de recherche, donc je pense qu'on était dans les 200, mais je peux donner avec Stéphane. Une idée du nombre de scripts migrés? Alors oui, on était sur des domaines fonctionnels différents. D'accord. Et notre périmètre, on était à peu près à 300 requêtes. D'accord. On a adressé sur un planning de 1 an entre le cadrage et la réécriture. D'accord. N'hésitez surtout pas, vraiment, on a 10 minutes avec vous pour répondre aux questions avant tout, donc vraiment n'hésitez pas. Quelles sont les conditions de réussite et les risques lors de la phase de réécriture par un prestataire, d'après toi? Les risques et les conditions de réussite. Les conditions de réussite, déjà, il faut absolument le sponsor qui soit là. Il faut un sponsor, il faut un Stéphane. Il faut un sponsor, ça c'est vachement important. L'accès notamment au CODIR, au COMEX pour donner de la visibilité et l'importance. Nous, on était drivé par un enjeu qui était le décommissionnement de SaaS à une date précise. Donc ça crée de la tension positive là-dessus. Le deuxième, c'est l'implication des métiers. Sans l'implication des métiers, on ne peut rien faire tout seul. Ça, c'est vachement important. L'accompagnement au changement des métiers, ça c'est ce qu'il a dit Stéphane, c'est qu'ils ont été formés, mais ce n'était pas suffisant. Donc nous, on était là aussi derrière pour les aider à monter en compétences et en degré de complexité, parce qu'on a dressé avec eux un calendrier pour monter sur les algorithmes avec une graduation des simples, moyens, complexes par la suite en termes d'algorithmes. Et puis surtout, il faut voir grand, mais commencer petit. D'accord. Ça, c'est vachement intéressant dans un contexte comme celui de la CNAF, parce que ça permet d'avoir des victoires à court terme. Et donc là, on est dans une approche progressive. D'accord, je comprends. Voilà. Les risques potentiellement? Les risques, voilà, on a Stéphane, il a identifié un des risques. Nous, on était sur une plateforme, on va dire, pas pré-prod, mais presque de validation. Ils ont passé sur une plateforme cible, mais ils n'ont pas mesuré en fait les critères techniques, et du coup, ils se sont tombés dans des problèmes de performance qui ont créé, suite à notre départ, notamment après notre départ, pardon, des sujets des questionnements. Donc là, l'autre risque, il faut créer une adhésion des métiers, parce que ça, c'est vachement important. Bien sûr. Et donc, en termes de prestataires aussi, il faut qu'on donne de la visibilité sur ce qu'on fait, l'avancement. D'accord. Est-ce que tu as des conseils en termes de documentation des scripts afin de pouvoir les retravailler plus tard et ou par quelqu'un d'autre? Comment est-ce que ça se gère côté SaaS, la documentation des scripts? Alors, c'est vrai, c'était un sujet pour nous, parce que quand on a eu le patrimoine, donc il y en avait certains qui étaient documentés, bien documentés, mais certains qu'on n'avait que le code. Et donc, à un moment donné, on était amené à créer une documentation dans la cible. D'accord. Donc surtout, on profitait en fait de cette réécriture pour documenter notamment notre cible qui est sur R. Et sur la documentation justement de R, tu as des conseils où il faut juste rigoureusement bien… Non, il y a des bonnes pratiques, surtout sur Internet, il y a aujourd'hui des bonnes manières de réécrire les choses, notamment en termes de calcul distribué, on parlait de ça, comment le faire, les points de vigilance. Donc, tu as une liste un petit peu de critères qu'on pourra vous partager, bien sûr. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, nos experts sont disponibles en one-to-one pour vous accompagner là-dessus. Effectivement, avec plaisir de partager, notamment notre Rex sur ce client-là. Oui, ou les autres. Il y a encore deux autres questions, et d'autres d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment surtout pas. Comment avez-vous migré l'historique de données créé par les utilisateurs en table SaaS vers la plateforme R? Comment est-ce que tu as migré l'historique de données? Alors, nous, on avait la responsabilité de la réécriture. Après, les données, c'était une migration technique interne chez eux. D'accord, donc ça a été internalisé. Internalisé chez eux. On était dans une configuration avec une équipe qui n'était pas DSI
ils avaient la chance et l'opportunité d'avoir un administrateur technico-fonctionnel avec eux, D'accord. qui est notamment Ok. un Très bien. SaaSman, et puis il est monté sur la plateforme. Ok. En général, quelle est la durée de la phase de recette pour valider le nouveau programme, c'est-à-dire la période de double run en SaaS et R? Alors, c'est une étape que nous on a prévue dans la phase de validation. La première validation, c'est une validation, on va dire, de nos algorithmes que, en termes de isopérimètre, en termes de données, on est bien sur un résultat équivalent. Oui. Ça, c'est important. Et après, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une phase de généralisation de 3 semaines qui permet de vérifier tous les programmes, que les résultats tournent au bout de 3 semaines dans une cible cohérente. D'accord. Ok, très bien. Dans cette phase de validation, voilà, il y a la validation et puis voilà, une vérification par la suite. D'accord. Est-ce qu'il y a des enjeux importants en termes de format de fichier et de programme? Alors là, c'est peut-être un peu technique pour moi, mais moi, j'ai pas souvenir d'avoir quand on parle de format, c'est quoi? C'est les formats texte, JSON, etc. Je vais demander, enfin, si la personne souhaite approfondir sa question, n'hésitez pas à la reformuler ou sur le Mais en chat. tout cas, nous, on n'a pas eu de frein, en tout cas en termes de format. D'accord. On accédait à plusieurs typologies en fait, de sources de données, les fichiers plats, mais aussi les bases de données. D'accord. Parce qu'on avait à la fois le système d'information décisionnelle, mais aussi des nomenclatures qui arrivent d'autres systèmes et puis des fichiers plats complémentaires. D'accord, ok, très bien. Effectivement, s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas, on a encore 3 minutes pour approfondir ce thème. Donc du coup, c'est un projet pour toi pour Data Value qui s'est vraiment très bien passé, cette migration de SaaS vers R à la CNAF. Est-ce que tu as d'autres éléments peut-être à partager, des points de vigilance, des points d'attention, justement, ce que tu en retires un petit peu avec ce recul aujourd'hui? Pour moi, il faut bien spécifier en fait le périmètre. Il ne faut pas aller sur l'ensemble. Je pense qu'il faut aller avec une démarche raisonnée, c'est-à-dire identifier un premier périmètre qui est un périmètre pilote. Ça, c'est vachement important. Nous, ce qu'on a vu aussi, c'est avoir cette résilience qu'on a eue avec les équipes internes, c'est-à-dire on les a associés avec eux comme une seule équipe et puis on était dans une co-construction ensemble. D'accord. Sur, notamment en termes de priorisation, en termes d'analyse, en termes de, notamment pour certains algorithmes, comment on peut les réécrire, notamment fonctionnellement, parce qu'ils apportaient quand même les agents la connaissance fonctionnelle associée. Il y a encore 2 petites questions. La CNAF était en SaaS Studio, VIA, Guide, je ne connais pas. Oui, ils avaient tous les outils que vous citez, mais ils étaient plutôt en SaaS Studio. SaaS Studio, d'accord, ok. Est-ce qu'on a une idée de l'économie en termes de coût SaaS VS, une utilisation de langage open source? Est-ce que tu as une idée en termes d'économie? C'est l'un des exercices qu'on est en train de faire. Merci pour cette question. Oui, tout à fait. C'est toujours, on pose, voilà, c'est quoi le ROI derrière? Oui. Mais là, ils étaient, en tout cas, dans cette démarche de rationalisation, rien que de passer sur une seule plateforme unifiée, où on a tous les éléments, parce que notre projet s'inscrivait dans un programme de rénovation de leur système d'information. Et du coup, ça crée notamment un retour sur expérience sur d'avoir un seul système, au lieu d'être sur parce qu'ils étaient sur un stade studio, chacun de son côté, notamment les algorithmes, ils étaient chacun dans son PC aussi. Ils avaient certes des répertoires partagés, mais des fois, la connaissance, elle était par expertise. Très bien, merci. Donc effectivement, on retient beaucoup de choses de cet échange. Une conduite du changement pour justement rassurer les équipes et les onboarder, les former sur des nouveaux outils pour qu'ils puissent vraiment être autonomes. Commencer par des petits périmètres
pour garantir un petit peu le succès et montrer des résultats concrets. La formation qui est la clé pour justement pour embarquer les différentes personnes. Et puis derrière, bien réfléchir au préalable lors de la phase de cadrage à l'usage. Stéphane n'a pas eu le temps de nous le dire, mais il avait pratiquement un portefeuille de cas d'usage, Big Data et Data Science, pratiquement d'une trentaine de cas d'usage. Et il avait besoin d'autonomiser les équipes pour pouvoir assurer justement ces usages de demain et pouvoir continuer justement à développer les activités, parce que c'est avant tout un sujet métier avant d'être effectivement un sujet, bon, c'est un sujet technique, mais c'est aussi un sujet surtout métier, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, ce qu'ils ont envisagé aussi, c'est que là, la cible, c'est Databricks avec les outils, les services qui a. En fait, ils sont en train aussi de voir comment associer la BI, la data visualisation, à ce qu'ils font aujourd'hui. C'est ça. On peut vraiment viser, il faut réfléchir justement à la fibre. Merci aussi vraiment pour ta présence à cette table ronde. Il y a eu vraiment beaucoup de questions. C'est toujours un plaisir justement d'échanger de cette façon-là sur ces sujets ou d'autres. Merci à tous. Merci à l'oratoire. Très rapidement, juste Data Value Consulting. Donc, on a un cabinet de conseil spécialisé sur la data, donc sur ces sujets-là qu'on connaît vraiment très bien. On accompagne des entreprises du secteur public et du secteur privé justement dans leur transformation vers un modèle justement plus data-driven. Donc nos consultants sont vraiment des experts autant sur des sujets de stratégie data, de gouvernance des données, d'acculturation, mais également d'accompagnement sur la définition des cas d'usage. Et on a également beaucoup de consultants techniques qui vous accompagnent sur des sujets d'implémentation, de migration, sur des problématiques, on va dire, beaucoup plus techniques. Donc n'hésitez vraiment surtout pas à nous poser vos questions, même après cette séance. On va vous envoyer justement le replay. Et s'il y a d'autres questions ou un échange nécessaire pour justement approfondir vos problématiques et vos projets de demain, n'hésitez surtout pas, nos experts sont je reste disponible. Avec plaisir de partager cette belle expérience et puis de vous aiguiller sur ce que vous allez faire peut-être et s'il y a des projets. Exactement. Donc, merci à tous. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente journée et merci à tous d'avoir été présents pour cette session. Et n'hésitez surtout pas plus tard à nous solliciter merci beaucoup. pour le projet. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.